Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de Notre-Dame de Paris. Il s'agit d'un roman de Victor Hugo publié en 1831. Le 6 janvier 1482 a lieu le jour des rois et le jour des fous, qui annonce l'ouverture du carnaval. Une assemblée de personnes se trouve au palais de justice dans la grande salle pour l'élection du pape des fous. Les individus qui y assistent décident de faire passer un concours de grimaces qui se passera derrière la vitre cassée d'une chapelle. Quasimodo passe devant cette fenêtre et tout le monde l'acclame. Quand on le fait sortir de la chapelle, on remarque que ce n'était pas qu'une grimace et que l'homme est réellement laid. On le reconnaît comme étant le sonneur de cloche de Notre-Dame. Cet homme est également sourd et borgne. Quand Pierre Gringoire, qui était lui aussi de l'assistance, sort du palais et qu'il se rend place de Grève, il aperçoit un attroupement. Au milieu se situe ce que les gens appellent la Esmeralda, qui est une bohémienne qui danse et qui est accompagnée d'une chèvre qui s'appelle Djali. Quand Esmeralda pose une question à la chèvre, elle tape sur un tambour pour donner la réponse. Frollo, qui est l'archidiacre de Notre-Dame, est parmi les spectateurs et il dit que c'est de la sorcellerie. Frollo, qui remarque que Quasimodo est sacré roi des fous, casse sa crosse et ils partent ensemble. Gringoire décide de suivre la bohémienne qui a profité de ce tumulte pour partir. Gringoire s'aperçoit que Quasimodo est accompagné d'un autre homme et que eux deux essaient d'enlever Esmeralda. Gringoire se fait assommer par Quasimodo. Un capitaine des archers qui s'appelle Phébus vient sauver la bohémienne. Après avoir repris ses esprits, Gringoire est pourchassé et arrive à la cour des miracles, qui est un repère de truands. Il est amené au roi qui s'appelle Clopin Trouillefou, et cet homme veut le pendre. Avant de s'exécuter, il demande aux femmes si l'une d'elles veut de cet homme. Esmeralda veut de lui et lui évite ainsi la pendaison. Gringoire et Esmeralda se retrouvent dans une chambre pour une nuit de noces. Elle ne veut pas de lui comme mari. Elle dit qu'elle aimera un homme qui pourra la protéger et qui sera armé. Esmeralda lui confie ne pas connaître ses origines, ne pas savoir ce que son nom signifie et être à Paris depuis 1 an. Il y a alors un flashback. Il y a 16 ans, on a apporté Quasimodo devant Notre-Dame. Des personnes qui l'ont vu ont voulu le brûler car il était laid. Frollo a décidé d'adopter cet enfant. Claude Frollo a eu ses 2 parents morts à cause de la peste et il a dû élever seul à 19 ans son jeune frère Jehan. Quasimodo grandit et devient sonneur de cloche. Il est séparé du reste de la population à cause de sa laideur et de sa naissance inconnue. Il reste quasiment tout le temps à Notre-Dame. Le seul être humain avec qui il communique est Frollo. En 1482, Quasimodo a environ 20 ans et Frollo a environ 36 ans. Frollo déteste les femmes et en particulier les bohémiennes dont il veut la mort. Nous revenons à l'histoire initiale. 3 femmes et un petit garçon se dirigent vers la cellule de la tour Roland, qui s'appelle aussi le trou aux rats. Une des femmes parle d'une femme qui avait le même âge qu'elle à l'époque. Elle s'appelait Paquette la Chantefleurie. Cette dernière a perdu son père puis sa mère. Elle est tombée dans la pauvreté et elle est devenue fille de joie. Elle a accouché d'une fille qu'elle a appelée Agnès et elle l'aimait plus que tout. Elle prenait soin de ses vêtements et a confectionné elle-même ses souliers. Un groupe d'Égyptiens est arrivé à Paris. La Chantefleurie a décidé de leur amener sa fille afin de savoir son avenir. La petite avait alors même pas 1 an.
Le lendemain, la Chantefleurie est partie voir une voisine pour raconter le destin prédit de sa fille. Quand elle est revenue, elle s'est rendue compte qu'on lui avait enlevé sa fille. Il ne restait plus qu'un seul soulier. Elle a recherché sa fille, mais elle ne l'a pas retrouvée. Peu de temps après, les Bohémiens lui ont ramené Quasimodo qui avait alors 4 ans. On a enlevé Quasimodo à la Chantefleurie pour ne pas aggraver la situation et on l'a emmené à Notre-Dame. La Chantefleurie a disparu le surlendemain de l'enlèvement de sa fille. Quand les 3 femmes apportent une galette à ce qu'ils appellent la recluse, cette dernière regarde un soulier. Elle s'anime quand le petit garçon se met à parler et elle regarde de loin la scène du pilori. Au pilori, Quasimodo est enchaîné et mis sur une planche circulaire pour le faire tourner en même temps qu'il se prend des coups de fouet. Il reçoit cette punition pour la tentative d'enlèvement sur Esmeralda. Il a également pour punition 1 heure de pilori durant laquelle les gens le huent et lui jettent des pierres. Esmeralda lui apporte l'eau qu'il demande. Madame Aloïse veut marier sa fille Fleur de Lys au capitaine Phébus, qui est son cousin. La fille est jolie, mais Phébus n'en est pas amoureux. Il rencontre Esmeralda, qui est en train de danser dehors, et ils la font monter chez eux. Phébus la trouve belle, mais les autres filles sont jalouses d'elle. Une des femmes attire la chèvre et détache le sac qui pend à son cou. Il y a à l'intérieur les lettres de l'alphabet. La chèvre en met quelques-unes en place de façon à écrire le nom Phébus. La mère demande à Esmeralda de partir. Phébus la suit. Frollo, qui regardait dehors d'une tour de Notre-Dame, s'est aperçu que Esmeralda a été appelée par un homme et qu'elle est montée dans une maison. Il a des nouvelles de Gringoire qui lui rapporte la scène précédente dans la maison. Ni lui ni Frollo ne savent ce que signifie réellement le mot Phébus et ils le rattachent au mot soleil. Frollo demande à Gringoire s'il a touché Esmeralda depuis qu'elle est sa femme. Gringoire lui dit que non. Yann, le petit frère de Frollo, vient demander de l'argent à son grand frère et il en obtient. À sa sortie, Yann rencontre son ami Phébus. Frollo, qui les a attendus, comprend alors que Phébus est le nom de cet homme. Frollo se met à les suivre. Phébus confie à Yann qu'il a rendez-vous ce soir avec Esmeralda. Ils vont tous les deux au cabaret. Quand Phébus en sort pour aller à son rendez-vous, il est accosté par un homme caché par un manteau et par un chapeau. Il dit être au courant pour le rendez-vous et lui donne de l'argent pour payer et en échange, il lui demande d'être caché pour voir si cette femme est vraiment Esmeralda. Phébus le cache dans un réduit qui se situe à côté de sa chambre. Phébus revient avec Esmeralda. Elle lui dit qu'en s'offrant à un homme, son amulette va perdre de sa capacité pour retrouver ses parents. Par amour pour Phébus, elle est prête à faire ce sacrifice. L'homme caché que Esmeralda appellera le prêtre sort de sa cachette et donne un coup de poignard à Phébus. Esmeralda s'évanouit. Elle est arrêtée car on croit que c'est elle qui a blessé le capitaine. Arrive alors le moment du jugement. La chèvre à qui on fait jouer certains tours est accusée de sorcellerie. Esmeralda dit la vérité, c'est un prêtre qui a tenté de tuer Phébus et non elle. On l'amène alors à la chambre de la question, qui est en fait une chambre de torture. On lui sert la jambe dans un brodequin. Esmeralda avoue être coupable de tout ce dont on l'accuse. Le verdict tombe. Esmeralda et sa chèvre vont être pendues. En attendant, elle est mise en prison. Le prêtre vient la voir. Elle le reconnaît comme le meurtrier de Phébus. Il lui avoue qu'il l'aime. Il lui raconte comment il est tombé amoureux d'elle en la voyant danser. Il raconte aussi que pour se défaire d'elle, il lui a interdit le parvis de Notre-Dame. Il a essayé de l'enlever et il l'a dénoncé. Il lui propose de fuir avec lui. Esmeralda ne pense qu'à Phébus. Frollo lui dit qu'il est mort. Esmeralda lui dit de s'en aller. Phébus n'est en fait pas mort. Il se rend chez Fleur de Lys. Il lui ment sur la raison de sa disparition pendant 2 mois et sur sa blessure. Fleur de Lys est amoureuse de Phébus.
Ils vont tous les deux au balcon pour voir l'exécution qui va bientôt se passer en face de chez eux sur la place. Fleur de Lys reconnaît Esmeralda et elle force Phébus à rester sur le balcon et à regarder la scène. Esmeralda s'aperçoit que Phébus est au balcon, mais il finit par se retirer à l'intérieur de la maison. Quasimodo vient enlever Esmeralda pour la sauver. Il la place dans Notre-Dame où elle obtient l'asile. À l'intérieur, la justice ne peut pas s'appliquer. Esmeralda doit maintenant rester dans l'édifice pour sa sécurité. Quasimodo lui fournit de quoi manger et de quoi dormir. Il lui fournit un sifflet pour qu'elle puisse l'avertir en cas de danger. Esmeralda a toujours des pensées pour Phébus et elle pense qu'il la croit coupable de tentative de meurtre. Quand Esmeralda voit de loin Phébus, elle tente de l'appeler de Notre-Dame, mais il ne l'entend pas. Le bossu s'aperçoit de la situation et décide d'aller lui chercher. Il reste de longues heures devant sa maison avant de le voir. Phébus ne veut pas voir Esmeralda et repousse Quasimodo quand il veut à tout prix l'amener à Esmeralda. Quasimodo retourne à Notre-Dame et il se fait disputer par Esmeralda car il revient seul. Frollo apprend qu'Esmeralda est toujours vivante et que Phébus aussi. Il s'enferme dans sa cellule. De là, il voit Esmeralda. Une nuit, il décide d'aller voir Esmeralda. Il la désire, ce qui n'est pas le cas d'Esmeralda. Esmeralda souffle dans le sifflet et Quasimodo arrive. Quasimodo veut tuer cet homme, mais il reconnaît Frollo et il se ravise. Frollo va voir Gringoire. Il lui rappelle qu'Esmeralda lui a sauvé la vie une fois et qu'en échange, il doit l'aider à sortir de Notre-Dame. Frollo lui propose d'échanger ses habits avec Esmeralda. Il refuse, mais il propose un autre moyen à Frollo. À la cour des miracles, les truands décident de venir en aide à Esmeralda. Ils viennent au tillet pour pouvoir ouvrir la porte fermée de Notre-Dame. Quasimodo, les ayant vus et ne comprenant pas qu'ils sont là pour aider Esmeralda, leur balance une poutre, ce qui en fait mourir quelques-uns. Les truands continuent à vouloir mettre à sac Notre-Dame. À l'aide d'un bélier, ils veulent défoncer la porte. Quasimodo leur verse du plomb fondu. Jehan leur fournit une échelle afin d'accéder à une porte leur permettant d'entrer dans Notre-Dame. Jehan a le temps de monter, mais le bossu fait tomber l'échelle, empêchant ainsi les autres de monter. Jehan tire sur Quasimodo avec son arbalète, mais il ne fait que de le blesser très superficiellement. Quasimodo le fait tomber dans le vide. Les truands continuent à vouloir entrer dans Notre-Dame. Gringoire vient rejoindre Frollo. Ils vont chercher Esmeralda dans sa cellule. Ils s'enfuient tous les trois en barque. Une fois hors du bateau, Esmeralda reconnaît le prêtre. Quand il lui demande de choisir entre lui et le gibet, elle choisit le gibet. Frollo appelle la recluse pour qu'elle tienne Esmeralda à travers ses barreaux afin qu'elle ne s'échappe pas tandis qu'il va chercher des sergents. La recluse lui explique que si elle en veut tant aux Égyptiens, c'est parce qu'elle croit qu'ils ont mangé sa fille. Elle lui montre le soulier qui lui reste. Esmeralda sort de son amulette un autre soulier identique. La recluse reconnaît alors en Esmeralda sa fille. Les sergents arrivent. La recluse casse les barreaux de sa cellule et décide de cacher Esmeralda chez elle. La recluse leur dit que la bohémienne est partie. Certains doutent de ses paroles et d'autres prennent sa défense. Au moment où ils allaient partir, Phébus se met à parler. Esmeralda ne peut plus tenir et elle va à la lucarne pour appeler Phébus qui n'est déjà plus là. La cellule n'a pas de porte et la lucarne est trop petite pour permettre aux soldats de passer. Ils démolissent alors le mur malgré que la recluse veut à tout prix sauver sa fille. Ils finissent par avoir Esmeralda et ils veulent la pendre tout de suite. La mère défend sa fille mais on la fait tomber et dans cette chute, elle trouve la mort. À Notre-Dame, au sommet de la tour, Quasimodo suit le prêtre qui semble regarder quelque chose. Quasimodo veut voir ce qu'il regarde. C'est Esmeralda qui est en train d'être pendue. Quasimodo, en voyant le prêtre rire, le pousse dans le vide. Des gens des basses œuvres détachent Esmeralda et mettent son corps dans une cave. 2 ans plus tard, des individus venus chercher quelqu'un d'autre
tombe sur deux squelettes enlacés. Il s'agit de ceux d'Esmeralda et de Quasimodo. Le titre du roman Notre-Dame de Paris est un nom de lieu. Il n'y a pas le nom d'un des personnages. Toute la scène se passe à Paris, et plus précisément à Notre-Dame, sur le parvis de Notre-Dame, ou alors place de Grève. Elle se passe que très rarement ailleurs. Il y a la maison de Fleur-de-Lys, le palais de justice ou encore la prison. L'espace dans lequel évoluent les différents personnages est un espace assez étroit et pourtant il y a des gens qui se croisent sans se connaître. Par exemple, il y a la Chantefleurie et sa fille et c'est un endroit aussi où les gens ne voient pas réellement ce que sont les autres gens à l'intérieur. Esmeralda croira Phébus amoureux d'elle et Frollo ne remarquera pas qu'il dégoûte Esmeralda. Esmeralda est une bohémienne qui ne connaît pas ses origines. On dit que c'est une égyptienne alors que personne ne sait vraiment ce qu'il en est. Elle a 16 ans, elle est la fille de la Chantefleurie mais elle ne le sait pas. Elle gagne sa vie en dansant et en faisant des tours à sa chèvre. Elle n'a aucune mauvaise pensée, elle ne semble pas faire de mauvaises actions. Elle en fait même plusieurs qui sont bonnes. Il y a tout d'abord quand elle sauve Gringoire de la pendaison. Il y a également quand elle donne à boire à Quasimodo quand il est sur le pilori, alors que cet homme a tenté de l'enlever peu de temps auparavant. Son seul tort, si on peut dire, c'est d'être jolie. À cause de sa beauté, elle provoque l'attirance de certains hommes comme Claude Frollo, Phébus ou Quasimodo. Elle tombe amoureuse de Phébus. Cet amour commence au moment où il l'a aidée à ne pas se faire enlever et il va jusqu'à la fin du roman. Cet amour sera unique et il sera naïf. Elle s'imagine que Phébus est aussi amoureux d'elle, alors qu'il veut d'elle uniquement pour s'amuser avant son mariage. Après la tentative de meurtre de Frollo, il n'en voudra même plus par peur de salir sa réputation et par là même son mariage avec Fleur-de-Lys. On peut faire un parallèle avec la princesse de Montpensier. Le bossu serait le comte de Chabannes dans le sens où Quasimodo est quelqu'un qu'Esmeralda n'aime pas mais qui en veut bien comme ami. Chabannes, comme Quasimodo, aidera à la construction de la liaison entre Esmeralda et Phébus, mais ils finiront tous les deux par échouer. Phébus serait le duc de Guise dans le sens où c'est l'homme qu'Esmeralda aime du début à la fin. À la fin, pour les deux romans, c'est la même chose, car les deux personnages sont caractérisés par le désintéressement. Frollo serait le prince de Montpensier, c'est-à-dire que c'est un homme avec qui Esmeralda ne veut pas être. Ce sont des hommes assez violents et jaloux. Frollo paraissait quelqu'un de bien au début de sa vie. Il élève seul son petit frère et il décide d'élever Quasimodo alors que les autres voulaient le brûler. Frollo n'a pour environnement que Quasimodo et son frère qui vient souvent lui quémander des sous pour pouvoir se saouler dans des cabarets. Frollo est quelqu'un qui est intéressé par la science. Frollo se retrouve coincé entre son amour pour Dieu et son amour pour Esmeralda. C'est pour cela que quelquefois il prend des mesures pour lui nuire et quelquefois pour l'aider. Il se moque des sentiments d'Esmeralda. Il la veut tellement que le fait qu'Esmeralda ait des sentiments pour lui ou non n'a aucune importance. Il veut absolument qu'Esmeralda vienne vivre avec lui. Jamais il ne l'aidera juste pour l'aider. Il l'aidera toujours pour pouvoir l'attirer à lui. À la fin du roman, il ira même jusqu'à la forcer à choisir entre lui et la mort. Esmeralda choisira la mort. À ce moment-là, il aurait très bien pu la laisser partir, puisqu'elle était en dehors de Notre-Dame, mais il ne l'a pas fait. Quasimodo est l'individu qui a envers Esmeralda l'amour le plus pur. Il pense à l'aider, il la sauve alors qu'elle est prête à être pendue. Il prend soin d'elle dans la cathédrale, il la défend de Frollo, il va même jusqu'à tenter de lui chercher Phébus, puis d'essayer de lui ramener. Malheureusement pour lui, cet amour restera à sens unique, déjà parce qu'il est laid, et aussi parce que Esmeralda est amoureuse de Phébus.
Esmeralda, tout en n'ayant fait aucun mal, est accusée de bien des maux. Elle est accusée de sorcellerie, elle est accusée de tentative de meurtre sur Phébus, et puisqu'on dit qu'elle est égyptienne, on l'accuse de tout ce que l'on pense à propos de ce que les Égyptiens font, c'est-à-dire tout ce qui concerne le vol et le fait de manger des enfants. Esmeralda est le contraire de Quasimodo. Elle est belle et bien formée. Elle est à l'opposé de Quasimodo et pourtant elle connaîtra le même sort, c'est-à-dire l'acharnement des gens sur sa personne et la mort avant l'heure. Quasimodo est la force et Esmeralda est la délicatesse. Esmeralda est également le contraire de Frollo. Il est obtus et sévère, elle est l'insouciance et la générosité. Elle est également le contraire de Phébus. Phébus est l'inconstance et le manque de sérieux. Esmeralda est sérieuse et elle est stable dans ses sentiments. Elle est capable de tout pour lui, il est capable de rien pour elle. Mais le prêtre n'écoutait pas, ne regardait rien de tout cela. Il était de ces hommes pour lesquels il n'y a pas de matin, pas d'oiseaux, pas de fleurs. Dans cet immense horizon qui prenait tant d'aspects autour de lui, sa contemplation était concentrée par un point unique. Quasimodo brûlait de lui demander ce qu'il avait fait de l'égyptienne, mais l'archidiacre semblait en ce moment être hors du monde. Il était visiblement dans une de ces minutes violentes de la vie où l'on ne sentirait pas la terre crouler. Les yeux invariablement fixés sur un certain lieu, il demeurait immobile et silencieux, et ce silence et cette immobilité avaient quelque chose de si redoutable que le sauvage sonneur frémissait devant et n'osait s'y heurter. Seulement, et c'était encore une manière d'interroger l'archidiacre, il suivit la direction de son rayon visuel, et de cette façon le regard du malheureux sourd tomba sur la place de Grève. Il vit ainsi ce que le prêtre regardait. L'échelle était dressée près du gibet permanent. Il y avait quelque peuple dans la place et beaucoup de soldats. Un homme traînait sur le pavé une chose blanche à laquelle une chose noire était accrochée. Cet homme s'arrêta au pied du gibet. Ici, il se passa quelque chose que Quasimodo ne vit pas bien. Ce n'est pas que son œil unique dût conserver sa longue portée, mais il y avait un groupe de soldats qui empêchait de distinguer tout. D'ailleurs, en cet instant, le soleil parut, et tel un flot de lumière déborda par-dessus l'horizon qu'on eût dit que toutes les pointes de Paris, flèches, cheminées, pignons prenaient feu à la fois. Cependant, l'homme se mit à monter l'échelle. Alors Quasimodo le revit distinctement. Il portait une femme sur son épaule, une jeune fille vêtue de blanc. Cette jeune fille avait un nœud au cou. Quasimodo la reconnut. C'était elle. L'homme parvint ainsi au haut de l'échelle. Là, il arracha le nœud. Ici, le prêtre, pour mieux voir, se mit à genoux sur la balustrade. Tout à coup, l'homme repoussa brusquement l'échelle du talon, et Quasimodo, qui ne respirait plus depuis quelques instants, vit se balancer au bout de la corde, à 2 toises au-dessus du pavé, un malheureux enfant avec l'homme accroupi, les pieds sur les épaules. La corde fit plusieurs tours sur elle-même, et Quasimodo vit courir d'horribles convulsions le long du corps de l'égyptienne. Le prêtre, de son côté, le cou tendu, l'œil hors de la tête, contemplait ce groupe épouvantable de l'homme et de la jeune fille, de l'araignée et de la mouche. Au moment où c'était le plus effroyable, un rire de démon, un rire qu'on ne peut avoir que lorsqu'on n'est plus homme, éclata sur le visage livide du prêtre. Quasimodo n'entendit pas ce rire, mais il le vit. Le sonneur recula de quelques pas derrière l'archidiacre, et, tout à coup se ruant sur lui avec fureur de ses 2 grosses mains, il le poussa par le dos, dans l'abîme sur lequel Don Claude était penché. Le prêtre cria « Damnation !» et tomba.